Voici une synthèse et quelques perspectives centrées sur la France au sujet de l'actuelle pandémie de Covid-19 réalisée à partir d'une présentation donnée au Conseil de la Faculté des Sciences de l'Université de Montpellier. Compte tenu de la rapide dynamique épidémiologique et scientifique, plusieurs éléments sont susceptibles d'être révisés ou clarifiés dans les semaines à venir. D'autre part, elle vise un public non spécialiste et ne détaillera pas la méthodologie propre aux différents champs abordés. La plupart des figures sont empruntées et leurs sources indiquées, le crédit revient à leurs auteurs. Le Covid-19 est une maladie infectieuse respiratoire à transmission interhumaine causée par un coronavirus. Son émergence remonte vraisemblablement à novembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale. En décembre, la survenue de plusieurs cas de pneumonie atypique, dont une majorité sont reliés à un marché de gros de fruits de mer, déclenche un protocole d'épidémiosurveillance mis en place par les autorités sanitaires en 2003, suite à l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, lui-même causé par un coronavirus, le SARS-CoV. Début janvier, le traçage de contact est actif, le marché fermé, le virus séquencé, un test de dépistage est mis au point. Le 22 janvier, Wuhan ainsi que 2 autres villes de la région, soit plus de 20 millions d'habitants, est placé en quarantaine, mais des cas étaient déjà rapportés dans d'autres provinces de Chine, ainsi qu'à l'étranger, à commencer par la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud. En l'espace de quelques semaines, le trafic aérien transforma la pneumonie émergente en pandémie. Les premiers cas européens sont détectés dès le 24 janvier, en France. Mais les analyses génétiques signalent de multiples introductions dans le pays sans pour autant savoir combien sont à l'origine de l'actuelle vague épidémique. Sur le graphique de gauche, l'abscisse représente le temps écoulé depuis le jour où la mortalité quotidienne y a dépassé 3 décès. L'ordonnée correspond au nombre de décès quotidiens en échelle logarithmique. Une trajectoire rectiligne signe donc une augmentation exponentielle de la mortalité journalière. On peut ainsi observer que les pays d'Europe de l'Ouest concentrent la mortalité à partir du mois de mars, les obligeant à imposer des restrictions de rassemblement et rapidement des confinements nationaux, une situation inédite à cette échelle. La précocité de mise en place des mesures d'isolement des cas contacts est un facteur expliquant la différence de bilan. Une différence visible sur cette carte de la mortalité cumulée relative par million d'habitants au 1er mai. Certaines dynamiques font l'objet d'interrogations, comme celle du continent africain, au-delà de la jeunesse de la population et de l'arrivée plus tardive du virus, autour de la mi-mars dans la majorité des pays. Néanmoins, quel que soit le temps écoulé depuis l'introduction du virus et le bilan actuel, aucun des pays fortement touchés n'envisage un retour à la situation pré-épidémique à court terme et maintiennent leur vigilance quant à un possible rebond, à l'image de l'Allemagne ou de la France. Au 3 mai, le Covid-19 a causé la mort de près de 245 000 personnes dans le monde, dont près de 25 000 en France, majoritairement dans les régions Grand Est et Île-de-France. Bien que le pays dénombre 600 000 décès chaque année, le Covid-19 apparaît nettement comme une cause de surmortalité à l'échelle nationale ce mois d'avril, avec un pic d'excès à 62% sur la semaine 14, plus important que les pics de grippe saisonnière les plus virulentes, comme récemment en 2014-2015 et 2016-2017, lesquels sont la cause attribuable de 10 à 15 000 décès chaque année en France et jusqu'à 650 000 dans le monde. Pour le moment, la mortalité globale du Covid-19 est donc comparable à celle de la grippe pandémique dite porcine de 2009 et bien inférieure à celle de la grippe pandémique dite espagnole de 1918-1919 et ses 50 millions de victimes. Autre comparaison, le Covid-19 a déjà multiplié par plus de 250 le bilan du SRAS en 2003 et du MERS circulant depuis 2012, dont il est virologiquement proche, mais moins létal. La létalité, c'est-à-dire la probabilité de décès si infecté, n'est donc pas un bon critère à lui seul pour évaluer la gravité d'une maladie infectieuse émergente d'un point de vue de santé publique. De fait, le Covid-19 n'est en rien exceptionnel, ni du point de vue de sa létalité, estimée entre 0,5 et 1,5%, soit environ une maladie 25 fois plus mortelle que la grippe, mais 50 fois moins qu'Ebola, ni du point de vue de sa contagiosité, estimée entre 2 et 4 infectés secondaires par cas, bien inférieure à celle de virus aéroportés comme la rougeole ou la varicelle. Sur un tel graphique de létalité contre contagiosité, le Covid-19 se trouve donc a priori dans la région la moins inquiétante, au milieu de maladies infectieuses bien connues que l'on sait pour la plupart traiter. Avec une contagiosité comparable et une létalité 10 fois inférieure à celle du SRAS, dont la pandémie ayant affecté 29 pays en 2003 avait été limitée à environ 8000 cas et 800 décès,
Le Covid-19 n'avait, selon cette représentation, pas de quoi déclencher la crise sanitaire mondiale que l'on traverse actuellement. Car la raison de l'intensité de cette pandémie réside en réalité sur un troisième axe absent de ce graphique, celui de la proportion de transmission à l'état asymptomatique, positivement corrélée à la difficulté d'empêcher la circulation du virus, sur lequel le Covid-19 se distinguerait nettement. La forte similitude génétique entre l'agent responsable du SRAS et celui du Covid-19 explique le nom de ce dernier, SARS-CoV-2. Les deux sont des bêta-coronavirus dont le génome est porté par un ARN simple brun à polarité positive, c'est-à-dire pouvant être directement traduit en protéines, une modalité d'expression génétique tout à fait différente par exemple de celle du VIH qui nécessite une étape intermédiaire de rétrotranscription en ADN. C'est cet ARN qui est recherché par le test de dépistage dans les sécrétions des muqueuses infectées par exemple, un écouvillonnage nasopharyngé. Parmi les protéines qu'il code, la protéine spicule S fait l'objet d'une attention particulière car c'est elle qui se lie à la surface de certaines cellules humaines via l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, ACE2, dont le rôle hypotenseur est impliqué dans la régulation de la pression artérielle. La génomique signe l'émergence du SARS-CoV-2 à partir des chauves-souris rhinolophes et possiblement via le pangolin. Le virus est essentiellement transmis par les postillons et pas uniquement en présence de toux et d'éternuements, ce qui justifie une distance minimale d'1 mètre, préférentiellement plus, ainsi que le port de masques et aussi bien pour les personnes malades que celles qui ne le sont pas. Le virus persiste aussi sur les surfaces inertes appelées fomites. L'infectiosité des particules virales a été testée in vitro, c'est-à-dire par l'inoculation de cellules en culture, et elles sont retrouvées jusqu'à 3 jours sur le plastique, ce qui favorise leur transmission sur les lieux de vie en communauté, comme par exemple en appuyant sur un interrupteur contaminé, puis en portant sa main à sa bouche, son nez ou ses yeux, les 3 portes d'entrée du virus dans l'organisme. Néanmoins, son enveloppe lipidique le rend sensible aux détergents et à la chaleur, au-delà de 60 degrés Celsius. Les précautions hygiéniques de base sont donc efficaces pour éliminer le virus des surfaces, en utilisant des désinfectants, des aliments par la cuisson, du linge par le lavage et des mains avec le savon ou une solution hydroalcoolique. Mais il ne faudra pas compter sur la chaleur estivale pour freiner sa propagation. Si le virus est bien présent dans les aérosols, à savoir les gouttelettes de moins de 5 micromètres de diamètre, leur contribution à la transmission n'est pas encore établie. Vraisemblablement négligeable à l'extérieur du fait de la dilution, il est en revanche conseillé d'aérer régulièrement les pièces de vie afin d'éviter la concentration des particules. Une autre interrogation qui fait l'objet d'actives recherches est portée par la sensibilité différentielle. Existe-t-il des déterminants environnementaux, voire génétiques, qui permettraient d'expliquer de façon causale pourquoi le Covid-19 cause parfois de graves complications alors qu'il est bénin dans l'immense majorité des cas? Cette question se décline aussi sur le plan de la contagiosité dont les différences selon l'âge restent discutées. Enfin, des anticorps spécifiques sont bien détectés chez les sujets guéris de cette maladie respiratoire aiguë, et à ce jour, il n'y a aucun cas rapporté de véritable réinfection. Toutefois, nous ne disposons pour le moment pas du recul nécessaire pour estimer la durée et l'efficacité de cette mémoire immunitaire, ce qui invite à la prudence lorsqu'il s'agit de considérer l'immunité collective sur le long terme. À titre de comparaison, une étude ayant suivi 176 patients atteints du SRAS en 2003 avait montré que les immunoglobulines G déclinaient au bout de 2 ans. Mais le raisonnement, par analogie, a ses limites, comme nous le verrons. Avant de poursuivre sur l'épidémiologie, abordons brièvement l'origine des complications respiratoires du Covid-19. Initiée dans les voies aériennes supérieures où elle peut abolir la perception des odeurs, c'est l'anosmie, et du goût, la gueusie, l'infection par le SARS-CoV-2 peut se poursuivre dans l'appareil digestif, manifestée par des diarrhées et la présence d'ARN viral dans les selles, sans que la transmission par cette voie soit établie. Le virus ne se reproduit pas dans le sang, c'est essentiellement au niveau des alvéoles pulmonaires que l'infection s'établit. Il s'agit du siège des échanges gazeux. Les globules rouges, circulant dans les capillaires sanguins, y relarguent le dioxyde de carbone et chargent leur hémoglobine en dioxygène. Le virus y infecte les cellules qui assurent l'intégrité et le bon fonctionnement de ces surfaces d'échange, les pneumocytes. Le virus détourne le métabolisme de ces cellules pour s'y reproduire activement, infectant progressivement tout l'épithélium. En réaction, ces cellules sécrètent des signaux pro-inflammatoires qui favorisent le recrutement de macrophages et eux-mêmes amplifient l'inflammation par la production de cytokines à l'origine de symptômes légers comme la toux ou la fièvre,
Mais dans les formes graves, pour une raison encore inconnue, cette production s'emballe brutalement et devient disproportionnée. On parle d'orage cytokinique. Conjointement, l'infection des pneumocytes, la vasodilatation et le recrutement des leucocytes neutrophiles sont à l'origine de la dégradation des alvéoles pulmonaires et leur remplissage depuis le compartiment sanguin. C'est l'œdème. Les échanges gazeux sont alors plus ou moins altérés. De l'essoufflement au syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA, dans lequel le sang n'est plus suffisamment oxygéné, ce qui nécessite une hospitalisation en service de réanimation. Dans ces cas, la prise en charge repose essentiellement sur le rétablissement de l'oxygénation en optimisant les rapports ventilation-perfusion de façon invasive, qui appelle souvent une rééducation en sortie de réanimation. Le risque thromboembolique élevé chez ces patients est prévenu au moyen d'anticoagulants et la suraffection bactérienne par des antibiotiques. Plusieurs pistes thérapeutiques prometteuses sont actuellement à l'étude, ciblant soit la réplication virale, soit la réponse immunitaire, sans qu'aucune ne fasse à ce jour l'objet d'un consensus international. Bien que quelques cas aient été récemment rapportés d'inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins chez les enfants, sous un tableau proche de celui de la maladie dite de Kawasaki, leur nombre est trop faible pour remettre en cause le constat partagé par tous les pays que les complications sont rarissimes chez les enfants avec une létalité inférieure à 1 cas pour 10 000. Enfin, des séquelles, en particulier pulmonaires, sont remarquées chez des patients guéris. Les histoires cliniques du Covid-19 et de son prédécesseur le SRAS sont comparables avec des symptômes apparaissant en moyenne 5 jours après la contamination, évoluant ensuite comme une infection virale des voies respiratoires basses avant de se compliquer brutalement après une semaine pour les cas sévères d'une détresse respiratoire d'origine dysimmune. Face à un nouvel agent pathogène, il est naturel de raisonner par analogie et de combler les incertitudes avec les connaissances acquises sur la maladie connue la plus proche génétiquement, d'autant plus si elle manifeste déjà des points communs. Malheureusement, derrière cette similarité clinique se cache une temporalité infectieuse complètement différente. Dans le cas du SRAS, l'apparition des symptômes, souvent graves, précédait largement la contagiosité, si bien que l'identification des cas jusqu'à 5 jours après le début des symptômes demeurait suffisante pour enrayer les chaînes de transmission. Cette caractéristique fondamentale explique d'une part pourquoi les mises en quarantaine ont permis d'endiguer simplement et efficacement le SRAS en 2003, mais aussi d'autre part pourquoi le risque représenté par le coronavirus émergent, génétiquement proche et moins létal, a pu initialement être sous-estimé. Car les personnes infectées par le Covid sont rapidement et fortement contagieuses 2 jours avant l'apparition des symptômes, souvent mineurs, avec près de la moitié des transmissions réalisées à l'état pré- ou asymptomatique, d'après une étude parue le 15 avril dans Nature Medicine. L'effort nécessaire pour endiguer la propagation du Covid est donc sans commune mesure avec celui déployé pour le SRAS, et ce malgré une mesure de contagiosité équivalente. Dans le Covid, l'histoire clinique est en retard sur l'histoire infectieuse. Or, c'est cette dernière qui gouverne la dynamique épidémiologique. Dynamique dont le descripteur principal se nomme le nombre de reproduction de base et se note R0. Il s'interprète comme le nombre moyen d'infectés secondaires par cas au début de l'épidémie et quantifie son potentiel de propagation. Si le R0 est inférieur à 1, le virus a peu d'occasion de se propager car de nombreux malades n'infectent personne d'autre. S'il est supérieur à 1, le nombre de cas peut croître de façon exponentielle, c'est l'épidémie. Comme ici, avec un R0 égal à 3, le premier cas dit index infecte 3 personnes, lesquelles en infecteront 3 autres, soit 9 à la deuxième génération, puis 27 à la troisième, et ainsi de suite. Pour une maladie respiratoire aiguë à transmission interhumaine comme le Covid, le R0 peut intuitivement se décomposer en produit de 3 facteurs, la durée de contagiosité en jours, le nombre de contacts par jour et la probabilité de transmission par contact. Le produit des 2 premiers représente le nombre moyen de contacts qu'a une personne infectée pendant toute la durée durant laquelle elle est contagieuse, et le dernier facteur donne la fraction de ces contacts qui seront effectivement contaminants. Au bout du compte, il s'agit bien d'un nombre d'infectés secondaires. Malheureusement, cette expression est en pratique inutilisable puisque non seulement il est très difficile d'estimer avec précision chacun de ces facteurs, isolément, mais la probabilité de transmettre le virus n'est pas homogène au cours de la période contagieuse. La méthode la plus utilisée pour contourner ce problème est d'estimer R0 d'un point de vue non pas individuel mais populationnel, connaissant 2 données, l'intervalle entre 2 contaminations, déterminé par des enquêtes de terrain en Chine, et une série temporelle qui reflète la transmission virale jour après jour.
Le nombre de décès quotidiens peut être utilisé à ce titre, même s'il ne reflète qu'une infime proportion des individus infectés avec près d'un mois de retard. Au début de l'épidémie et avant la mise en place du confinement, la mortalité suivait un patron exponentiel qui a permis d'estimer le R0 du Covid-19 aux alentours de 3 en France, une estimation supérieure aux chiffres asiatiques autour de 2, rappelant au passage que le R0 n'est pas une propriété intrinsèque de l'agent pathogène mais dépend aussi de la population dans laquelle il est introduit. La mise en place du confinement en France le 17 mars a instantanément freiné la transmission en divisant le taux de contact par plus de 4 et atteint son objectif qui était d'éviter la saturation des services hospitaliers de réanimation et soins intensifs dont la capacité nationale était initialement de 5000 lits, doublée depuis. Saturation qui aurait pu engendrer une surmortalité par défaut de prise en charge. La mobilisation remarquable du personnel soignant a permis la gestion du pic traduit par plus de 7000 patients atteints du Covid simultanément hospitalisés en réanimation sur le territoire la semaine du 26 avril, 3 semaines après le début du confinement, ce qui correspond à l'intervalle entre la contamination dont la probabilité était élevée avant le confinement et la survenue des complications respiratoires nécessitant une admission en réanimation. En divisant le taux de contact par un nombre supérieur au R0, le confinement a ainsi empêché la propagation du virus sur le territoire avec 2 conséquences majeures. La circonscription de l'excès de mortalité au quart nord-est de l'Hexagone, là où il circulait déjà fortement début mars, et une faible immunisation de la population estimée à moins de 6% au niveau national, d'après une étude de l'Institut Pasteur. Même dans les régions les plus touchées, cette immunisation est très loin d'atteindre le seuil d'immunité collective défini comme la proportion de la population immunologiquement protégée par la maladie nécessaire pour prévenir un rebond épidémique, par manque d'individus pour entretenir l'épidémie. Ce seuil se calcule simplement à partir du R0 et c'est en partie sur cette formule que reposent les objectifs de couverture vaccinale et vaut près de 70% pour le Covid-19. S'il ne faut pas compter sur l'immunité collective pour contrôler l'épidémie après le 11 mai, et en absence de toute solution thérapeutique préventive ou curative, efficace à grande échelle, le déconfinement ne peut être synonyme de retour aux habitudes pré-épidémiques. Les leviers de contrôle restent donc la réduction du nombre de contacts quotidiens et la prévention de la transmission. Pour quantifier l'effet des mesures appliquées à partir du 11 mai, le R0 ne sera plus d'aucune utilité puisqu'il mesurait le potentiel de contagiosité au début de l'épidémie en absence de politique sanitaire. L'indicateur à suivre avec grande attention est son équivalent actualisé, le nombre de reproductions temporelles noté RT qui capture les éventuelles diminutions du taux de contact, par exemple, en incitant à la poursuite du télétravail et la probabilité de transmission, par exemple, en généralisant le port du masque. Calculé à partir des données communiquées par Santé publique France, RT est actuellement inférieur à 1 pendant le confinement et l'objectif est de le maintenir ainsi après le 11 mai, sans quoi l'épidémie pourrait redémarrer. L'estimation de RT à partir d'événements survenus après la contamination, comme l'hospitalisation, l'admission en réanimation, le décès, décale de plusieurs semaines son reflet de la dynamique épidémique. Ainsi, il ne sera possible d'estimer l'efficacité des mesures post-confinement à partir du signal contenu dans ces données qu'à partir de fin mai, début juin. Les modèles que nous développons dans l'équipe permettent d'explorer qualitativement différents scénarios mais ne se veulent pas être des prédictions statistiques. Ces 2 graphiques illustrent ce que serait une épidémie contrôlée à gauche, dans laquelle les nouvelles mesures auraient un effet de division par 3 des contacts infectieux par rapport à la situation pré-épidémique. À droite, on montre que maintenir le confinement pour 40% de la population mais renoncer à toute restriction pour une majorité expose malgré tout un pic massif en plein été ou à l'automne. L'interrogation sur la possibilité d'une deuxième vague et d'un éventuel effet saisonnier est légitime dans le cas des maladies respiratoires. Plutôt qu'une sensibilité à la température, la raison des pics hivernaux de grippe saisonnière est plutôt à rechercher du côté de la promiscuité des individus par temps froid dans des environnements clos dans lesquels le virus se dilue beaucoup moins qu'à l'air libre et la fragilité des muqueuses après exposition à un air froid et sec. Mais encore une fois, il convient d'être prudent avec le raisonnement par analogie. La grippe pandémique dite porcine s'était par exemple fortement propagée pendant l'été 2009, comme ici au Royaume-Uni. Par ailleurs, les 4 autres grippes pandémiques documentées montrent qu'une propagation en plusieurs vagues est tout à fait possible et dans ce cas,
il est préférable de prévenir la crise plutôt que d'avoir à la gérer. Après le 11 mai, la France suivra la stratégie de l'endiguement, pratiquée initialement par la Corée du Sud, c'est-à-dire un ensemble de mesures de contrôle sanitaire ayant pour objectif de prévenir le rebond épidémique tout en permettant une reprise partielle de l'activité économique et sociale du pays. Elle s'articule selon 3 modalités non pharmaceutiques obstacles à la circulation du virus. La minimisation des contacts, la prévention de la transmission lors des contacts inévitables et la rupture précoce des chaînes de transmission malgré tout initiées. La stratégie annoncée comporte aussi des fragilités auxquelles il faudra apporter une vigilance particulière. Au-delà de la reprise scolaire, d'autres activités pourront participer à la circulation du virus si la prévention de la transmission n'est pas scrupuleusement observée, comme les congés estivaux qui risquent d'homogénéiser la circulation virale sur le territoire alors que certains départements ont été jusqu'ici épargnés. Aucune étude à ce jour ne permet d'estimer de façon satisfaisante l'effet en population générale de chacune de ces mesures sur la circulation virale et, compte tenu des délais entre contamination et détection des cas, une première évaluation de l'effet combiné de ces mesures ne pourra être réalisée avant la fin mai. Si l'estimation du nombre de reproductions temporelles est inférieure à 1 et sous condition de capacité hospitalière et de dépistage, la situation pourrait ainsi perdurer, voire être localement relâchée au cas par cas, par exemple avec la réouverture des lycées. Au niveau local comme national, la situation devra faire l'objet de réévaluations périodiques. En revanche, si RT est estimé supérieur à 1 plusieurs jours de suite et qu'il ne baisse pas malgré le durcissement de certaines mesures, l'endiguement devra céder la place à l'atténuation ou la suppression. L'atténuation vise l'objectif périlleux de laisser se propager lentement l'épidémie à défaut de pouvoir l'arrêter, tout en minimisant le nombre de victimes et éviter la saturation hospitalière. Cela implique de réduire très fortement les contacts potentiellement infectieux des personnes à risque de complications, à savoir les personnes âgées et celles présentant des comorbidités, une cardiopathie, de l'hypertension ou un diabète par exemple. Compte tenu de la moindre létalité du Covid avant 60 ans, une solution consisterait à relâcher partiellement les restrictions sur la population plus jeune et ne présentant pas de pathologie parmi celles surreprésentées dans les cas sévères, tout en renforçant ces restrictions sur la population plus à risque afin d'éviter des dizaines de milliers de nouveaux décès. Une progression lente vers une immunité collective serait ainsi possible, mais elle repose sur une hypothèse que la mémoire immunitaire est efficace et durable, ce qui reste à confirmer. La suppression, quant à elle, regroupe toutes les modalités de confinement dont on connaît maintenant l'efficacité et dont le but est, là encore, d'empêcher la croissance exponentielle du nombre de cas qui conduirait à la saturation des services de réanimation. Nous en présentons ici 2 modalités. La première est le confinement adaptatif, parfois appelé stop and go, déclenché dès lors que la dynamique épidémique évaluée sur le terrain repart à la hausse, en fixant un seuil, par exemple, de 20 admissions quotidiennes en réanimation sur l'ensemble du territoire, mais des versions locales pourraient aussi être envisagées. Le pic arrive en 2 à 3 semaines et la tension retombe encore 3 semaines après. Quand le flux d'admission repasse sous la barre fixée, le confinement peut être levé pour quelque temps. Selon les modèles, il serait ainsi possible de passer un quart à un tiers du temps hors confinement tout en empêchant la flambée épidémique. Au lieu de confiner toute la population la majorité du temps, une autre approche consisterait à confiner alternativement différents groupes une semaine sur l'autre. Dans ce cas, le temps individuel passé hors confinement monterait à 50%. Contrairement à la stratégie d'atténuation, la suppression fait peser le poids de la mesure sur l'ensemble de la population, mais aussi sur l'État et l'activité économique qui ne peut repartir que de façon limitée. Avant de conclure, je me permets d'évoquer ici quelques enjeux à venir d'un point de vue sanitaire collectif et scientifique. Ce tableau n'engage que moi et ne prétend être le reflet d'opinions dans les milieux concernés. La priorité des prochaines semaines est celle du succès de la transition du confinement à l'endiguement et l'évaluation de ces mesures afin de rectifier le tir si besoin. L'horizon des futurs mois sera celui du plafond de la valeur 1, en dessous duquel le nombre de reproductions devra impérativement se maintenir, le temps de mettre au point et de déployer une solution pharmaceutique. Enfin, l'acquisition sur le long terme d'une culture collective des maladies transmissibles sera évidemment souhaitable pour améliorer notre réactivité
face aux risques épidémiques dont la crise actuelle nous rappelle la permanence. Je finis sur cette liste non exhaustive de liens utiles et en profite pour remercier l'ensemble des membres du groupe de modélisation été du laboratoire MIVEGEC, dont la production relative à cette pandémie est régulièrement mise à jour et disponible à l'adresse suivante, en particulier le détail de plusieurs notions ici évoquées.